Emile Mpenza. Emile Mpenza qui a marqué. Emile Mpenza. Emile Mpenza. J'aurais pu être comme R9. J'ai rien à envier à De Bruyne, à Lukaku, parce qu'ils sont maintenant à Chelsea ou à Naples, ou tout ça. J'ai été là aussi. Dans la presse, on ne me mettait pas en première page. Tandis qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui fait un bête assist sans faire près de l'épaule, oh, il a fait un assist. Qu'est-ce que ça fait de jouer une Coupe du Monde ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième entretien de la 90e. Et oui, après le premier réalisé avec Coach 7, on a la fierté, l'honneur, l'immense plaisir de recevoir une légende du football belge. On n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai, mais c'est une grosse surprise pour vous aujourd'hui. C'est le grand Emile Mpenza qui est avec nous. Juste pour un peu recontextualiser, Emile, c'est 57 sélections, 19 buts avec les Diables Rouges. Il a joué à City, à Manchester City, à Schalke, à Hambourg, au Standard, à Moucron. Une carrière XXL. Et aujourd'hui, on a nous qui en fait t'avons eu pour idole. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de faire cet entretien avec toi, Emile. Salut. Salut, je suis super honoré d'être parmi vous aujourd'hui et surtout de pouvoir parler de beaucoup de choses que les gens ne savent pas durant toute ma carrière. Eh ben, on a hâte, merci encore. À côté de moi, on le présente plus, c'est Nathan. Je pense que tout le monde le connaît maintenant. Toujours là à mes côtés. Salut Nathan. Salut, très content d'être là. Oui. Pour la petite histoire, Emile, c'est une interview particulière pour nous, comme je disais, parce que moi, je suis issu de la génération 92. Nathan, lui, c'est 98. Et donc, comme je te disais en off, on n'a pas eu réellement l'occasion de te voir, en tout cas, durant toute ta carrière. Moi, plus que Nathan, évidemment. Mais c'était plus quand tu es à l'Euro 2000. J'avais 8 ans, donc c'était plus à ce moment-là. Et j'ai pas pu voir tes débuts. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, les joueurs, ils percent de plus en plus tôt, donc ça aurait été bien qu'on puisse faire un peu le comparatif de ce que toi tu as connu, parce que les gens se rendent pas compte de quelle star tu étais à ce moment-là, très très jeune. Moi, faut savoir, je t'ai connu et t'étais mon premier joueur préféré parce que je jouais souvent à PES2, je prenais souvent la Belgique et donc c'est comme ça que j'ai commencé à te connaître et t'étais vraiment mon premier joueur préféré. Donc et je confirme, parce que Nathan, pour la petite histoire, c'est mon petit frère, mon petit cousin, et donc je confirme, c'est vrai qu'à l'époque, c'était le nom Emile Mpenza, on savait qu'il y avait les deux frères, mais sans faire injure à Mbo, c'était plus toi la star parce que t'as connu plus jeune, voilà, et puis t'as eu des clubs aussi un peu plus prestigieux, c'était toi qui étais mis plus en lumière. Et donc, tout le monde parlait de toi à l'école, etc. Donc, pour nous, en fait, de t'avoir aujourd'hui, si on m'avait dit ça il y a 10, 15, 20 ans, j'y aurais pas cru. Donc, merci encore à nouveau. Et c'est vraiment une fierté pour nous de faire ça avec toi. Merci à vous aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis encore dans le jeu ou on m'a écarté de la liste. Je pense que si il y a dans les équipes légendaires de la Belgique, sûrement. Je pense qu'on devrait pouvoir te retrouver quand on fait des trucs All-Stars ou juste comme ça dans le jeu. Ouais, ça devrait être possible. Mais il n'existe plus maintenant le jeu, je pense. PES, non, maintenant que sur mobile. Ouais, que sur mobile. Des bêtises, vraiment. Mais juste une question avant de commencer. Est-ce que toi, tu réalises, en fait, ce que tu as représenté pour les générations fin 80, début 90, même 2000? Est-ce que toi, tu réalises ça ou t'en as pas forcément conscience? J'en avais vraiment pas du tout conscience, mais maintenant, c'est quand je vois les personnes qui étaient jeunes, qui sont grands maintenant, ils me disent, tu sais que t'étais mon joueur préféré, tu sais qu'à l'école, je m'appelais Emile. Je me rends pas compte. Et aujourd'hui, quand j'entends tout ça, c'est qu'une fierté pour moi de pouvoir vous donner un rêve via tout ce que j'ai fait sur le terrain. Ok, franchement, bravo pour ça. Comme on fait d'habitude avec nos invités, on va te laisser un peu te présenter. Qui es-tu? Donc, c'est-à-dire, tu es né où, issu d'une famille de combien d'enfants, etc. Et nous dire un peu comment tu as commencé le football, qu'est-ce qui t'a donné envie, est-ce que c'était ton frère? Enfin bref, je te laisse libre à toi de te présenter de la manière dont tu sais. Voilà, je suis Emile Mpenza, un joueur de football qui a commencé tout petit grâce à ma mère. Elle a élevé 5 enfants et surtout, elle a fait le plus beau métier, c'est de me faire l'homme que je suis aujourd'hui. Et avec tout cet amour-là, j'ai pu créer mon rêve avec le soutien de mon frère et de ma sœur et de mes 2 autres frères. Et puis après, j'ai pas voulu être directement joueur professionnel. J'ai voulu d'abord me prendre du plaisir sur le terrain et c'est ça qui a fait en fait la force avec moi et mon frère, c'est que nous, c'était d'abord le football comme un plaisir et pas être professionnel. Et puis, à fur et à mesure que les années sont passées, on a eu le talent qui est surgi très rapidement. Et puis, on a laissé l'enthousiasme et surtout la discipline et surtout l'humilité. Et avec ça, on a fait que des bonnes choses. Et puis, on a été professionnel très vite. J'ai été un peu trop tôt, je pense, dans ce monde-là. Mais j'ai dû accepter l'élan de ma carrière.
Et avec ça, j'avais mon frère qui était là, qui m'a protégé jusqu'à la fin de terme de ma carrière. T'as commencé en jeune, en tout cas dans l'élite à Courtrai, mais tu viens de Zélic. Juste une question, tu faisais le trajet tout le temps, tous les jours pour aller à l'entraînement ou Et comment tu te retrouves aussi à Courtrai? On n'a pas fait tout le temps le trajet, on a été à l'internat. Ok. Voilà, et mes parents sont restés justement à Zélic. Et puis après, à un moment donné, quand on est parti de Moucron en transfert, là, mes parents ils sont venus vivre avec nous à Moucron. Et puis là, on est sorti de l'internat. Mais on a commencé d'abord à l'internat. Et c'était bien pour moi parce que comme ça, mes frères étaient toujours avec moi. Et c'est pour ça, je pense qu'on a eu une très bonne relation avec Embo et moi sur le terrain parce que justement, on s'est jamais quitté. Et il a toujours été un exemple pour moi et il a vraiment fait le mieux que ce qu'un frère pouvait faire. Et ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup su prendre de tout ce qu'il m'a apporté de son vécu et surtout de sa gentillesse et de sa façon d'être beaucoup plus calme que moi. Puisque on dit toujours que les joueurs de foot montent sur le terrain ce qu'ils ont comme personnalité. Exactement. Moi, c'était droit au but. Et mon frère, c'était plus, on va dire, zigzag. Mais il va trouver le même chemin, mais plus longtemps que moi. C'est vrai que t'allais à 2000 à l'heure, c'est vrai. Et mais puisque tu parlais de Moucron, on va directement aller à 18 ans, première saison en Division 1, directement 12 buts. Enfin, explique-nous un peu comment tu expliques que directement à 18 ans, un jeune peut, dès sa première saison, marquer 12 buts en championnat. C'est énorme. Je pense qu'on n'a plus revu ça pour un garçon qui fait sa première saison. Comment tu expliques ta relation avec le coach qui était Georges Lekens à ce moment-là et l'influence que Embo a pu avoir dans le noyau, et comment t'expliques cette saison-là? Tout était parfait. On était encore une bande de copains. C'était pas un club professionnel. Moucron, en plus, venait de jouer sa première saison en première division. Donc, tout était nouveau pour tout le club, l'entraîneur, les joueurs. Et les anciens qui étaient là, c'était Claude Verspaille et aussi Dowen, Dominique Lemoine. Donc, c'était des joueurs qui avaient déjà senti la première division, mais pas de cette façon-là. Parce que là, il y avait même les supporters qui étaient vraiment dans l'enthousiasme. En fait, tout était parfait pour que ça réussisse. On avait l'encadrement qui était pour moi important. J'étais encore à l'école. Et l'école était à 200 mètres du club. Donc, je venais à pied, après avec mon cartable. Et Embo était comme la personne qu'il me fallait. Mais Lekens était aussi la bonne personne que je devais avoir comme entraîneur à ce moment-là. Puisqu'à 16 ans, 18 ans, on est encore adolescent. Donc, on peut pas être adulte avec des gens qui sont déjà adultes. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont oublié que Émile n'était pas encore un adulte. Mais on me considérait comme un adulte à cause de mes performances. Donc, j'avais passé une étape. Mais dans la vie, l'étape là, elle était trop élargie entre mon âge et là où je me trouvais avec les adultes. Et j'ai peut-être fait des choses d'adulte, mais que ma réaction était encore un enfant. Tu dis que le club était encore assez récent, mais paradoxalement, il me semble que lors de la deuxième saison, vous finissez 5e, donc vous jouez pas vraiment le titre, mais c'est quand même un effectif compétitif. C'est pas compliqué d'arriver aussi jeune dans un effectif déjà de qualité comme ça? Je pense que si tu as des qualités, tu dois pas avoir peur des montagnes qui sont devant toi. Il faut les surmonter et surtout te faire plus grand avec les intenses qu'on va te demander à ce moment-là. Et quand tu es jeune, tu ne penses pas à tous ces obstacles-là. Tu joues avec, justement, comme je dis, avec la tête d'un adolescent qui voit un rêve devant lui et se dit, je vais jouer de la façon que je sais faire, comme si je me trouvais à l'école. Et c'est ça que je pense que j'ai eu dans toute ma carrière, c'est que je me mettais pas la pression. La pression, elle se met quand tu joues bien. Mais si tu veux jouer bien, la pression, après, ça devient quelque chose de facile à faire. Donc, tu avais cette inconscience, cette fougue des débuts aussi. Et donc, et dans l'effectif, tu as directement trouvé ta place. Ok, c'est vrai, tu avais des prestations, mais tu sais comment, peut-être moins avec la génération actuelle, mais moi, en tout cas, quand j'ai commencé le foot, c'est vrai que quand moi, je suis arrivé en équipe première, et c'est vrai, c'est pas un cliché, il y avait encore cette histoire de, par exemple, laver les chaussures des plus âgés, porter les ballons, porter les buts. Est-ce que ça, c'est des choses que toi, tu as connues? Oui, c'est des choses que justement qui donnent une éducation. Et ça, c'est l'éducation du sport et du football et du collectif. Et je pense que même si j'étais jeune et assez bon, je devais toujours respecter les anciens. Et je pense que c'est comme je dis, c'est l'éducation que ma mère m'a donnée. Et dans le monde du sport, ça a été très facile pour moi. Et j'aimais bien en plus soulever les ballons. Comme ça, je regardais toujours ce que les anciens devaient apprendre aux jeunes. Et mon frère, il l'a fait aussi avant moi, donc je devais le faire par la suite. Et ça, c'est quelque chose que dans un groupe, c'est beaucoup important.
C'est comment de jouer avec son frère? Je veux dire, est-ce que c'est naturel la relation sur le terrain, ou alors est-ce que ça dérange même certains coéquipiers qui vous regardent et qui ont l'impression que vous n'êtes qu'à deux? Comment ça se passe en fait? Non, je pense que la complicité qu'on avait ensemble, moi et mon frère Moucron, ils ont que adoré. Parce que ils se sont dit, c'est deux en un, en fait. Ils savent que s'il y en a un qui fait ça, le deuxième pourra peut-être reproduire encore mieux ce que le premier a fait. Surtout que moi, avec mon frère, comme je disais, on se trouvait les yeux fermés. Si je devais recommencer ça, je pense que je pourrais pas faire mieux. Et surtout, c'est venu automatiquement, on ne s'est pas préparé. Et est-ce que excuse-moi de te couper, hein, pardon. Est-ce que tu avais parfois du mal à te fâcher sur lui, ou lui plutôt, parce que c'est lui le plus âgé? Est-ce qu'il te protégeait et il manquait parfois d'objectivité avec toi? Est-ce que c'est des choses que tu as ressenties? Il avait de mal à dire non, Émile, là, t'aurais dû faire cet appel-là, ou alors non, là, tu l'ajoutes trop personnel, ou alors il faut que tu fasses plus. Il était plus dur avec toi? Jamais. C'est ça que justement je peux dire merci à mon frère, c'est qu'il trouvait les mots qu'il fallait dire, mais pas agressivement. Okay. Mais aujourd'hui, même avec l'âge que j'ai, il est toujours le même, il me donne toujours des conseils de cette façon. Je sais que il va pas me crier dessus, m'engueuler dessus, mais il va me faire comprendre que c'est pas bien ce que j'ai fait, sans en me disant des choses vraiment très puissantes avec des mots verbalement, quoi. Et là, sur le terrain, c'était la même chose. Et c'est ça que j'ai remarqué, qu'il avait une force de communication avec moi qui devait pas oser la voix, et surtout, il voyait que je l'écoutais, et après, je faisais plus la même erreur sur le terrain, et ça allait comme ça aussi dans la vie. En plus, ce qui est incroyable, c'est que même sur le terrain, vous êtes très complémentaires, dans le sens où toi, t'as un genre de profondeur, si je peux me permettre, et lui, c'était un peu plus un pivot, qui savait un peu jouer dos au but. Donc, est-ce que c'était fait exprès que vos qualités soient aussi complémentaires, ou c'est naturel? C'est venu naturel. Tout ce qu'on a eu dans notre carrière, c'est venu sans réfléchir, parce qu'on était des adolescents. Donc, on pouvait pas réfléchir comment jouer notre football. Et c'est ça qui est beau, c'est que, justement, avec l'inconscience de la jeunesse, on a fait des choses extraordinaires. Et à la maison, comment ça se passait? Parce qu'on a beaucoup parlé, on a parlé de ta jeunesse, pour tes parents et le reste de la fratrie. J'imagine que c'était une fierté, mais est-ce que tes parents, ils étaient fortement impliqués dans votre quotidien de footballeur? Non, ma mère, mon père étaient plus dans l'éducation. Okay. Sur le terrain, le football, il nous disait toujours de prendre du plaisir, et c'est ça le plus important. Et surtout, ce qui était magnifique, c'est qu'ils ont jamais voulu vraiment être impliqués dans toutes les décisions qu'on prenait dans le football. Ils disaient chacun devait essayer de se sentir bien dans sa peau et de faire ce qui lui semble qui est mieux pour lui. Et après, on avait les conseils aussi de nos parents. Et puis, on se mettait à table tous ensemble en famille, et après, on prenait la décision tous ensemble. Okay. Très bien. Et donc, après cette saison canon à Moucron, très vite, tu es transféré au Standard de Liège. Donc, tu disais que Moucron, c'était encore un petit club, vu que c'était les premières saisons en Division 1. Là, je pense que Standard, tu arrives dans un club historique, voire l'un des 3-4 plus grands clubs de Belgique. T'es encore tout jeune, tu fais 2 saisons et demie là-bas, avec 24 buts en 55 matchs, en tout cas de championnat, sur 2 saisons et demie. Raconte-nous un peu comment ça se fait, comment tu arrives là-bas, en fait. Est-ce que c'est via un agent, ou comment tu entends les premiers bruits? Je pense que c'est la première fois que j'avais vu Monsieur Donofrio. Et là, le Standard voulait vraiment refaire quelque chose de grand pour essayer de rivaliser avec Anderlecht. C'était Dominique ou Luciano? Luciano. Okay. Et j'ai aussi entendu Verskuren, Anderlecht. C'était la première fois de ma vie que je voyais autant de gens qui voulaient moi et mon frère, et c'était vraiment... C'était en duo, vraiment. Oui. Okay. Verskuren, il voulait. Moi, j'étais Anderlecht à ce moment-là. Ok, parce qu'il me semble que Mbo, il est au Sporting Portugal à ce moment-là. Ça, c'était après. Ah, c'est après. Après, quand on est parti de Moucron au Standard, là, il n'y avait pas de Sporting. Okay. Et là, mon père était Standardman, et moi et mon frère, on était Anderlechtois. Ok. Et pourquoi vous allez au Standard? L'influence du papa? Voilà, l'influence du papa. Ah, donc tu reconnais quand même que là, il vous a un peu influencé, et vous avez, entre guillemets, voulu rendre fier votre papa et lui faire plaisir en allant dans le club de son cœur. Oui, c'est ça. Ok. Et pour moi, il a fait le bon choix. Parce que je suis toujours supporter du Standard. Ah, ok, donc tu reconnais quand même, il a fait le bon choix. Ok, tant mieux. Et là, t'as un personnage quand même, un coach Ad Demos, un personnage quand même emblématique. Oui, de Malines en plus. Malines, il a gagné la Coupe d'Europe avec Malines. Bien sûr, oui. Exactement. Oui. Donc oui, le Standard a voulu vraiment faire une grande équipe compétitive contre Anderlecht. Et il y avait aussi Gilbert Borda qui était encore là, Guy Ehlers, donc Afolabi, Visconti, exactement. Et
qui est le joueur qui t'a le plus marqué de cette période-là de Standard? Si tu devais citer un nom vraiment, que ce soit sur le terrain ou en dehors, avec lequel tu t'es super bien entendu ou qui t'a impressionné? Wamberto. Ah ouais? Wamberto, Beaucoup, j'ai brésilien. déjà entendu souvent. Il était vraiment au-dessus du lot? Oui. Oui. Un bon joueur, il aurait pu faire une plus grosse carrière, je pense. Ok. Et je pense que lui, il m'a montré des choses techniques que je voyais pas à Moucron. Ah oui. Comment t'expliques qu'au Standard, malgré le fait que vous vouliez construire une très grosse équipe, et si ce n'est la première saison où vous finissez deuxième, vous n'avez jamais été compétitif pour jouer le titre? Pour nous, c'était un nouveau challenge. Et pour moi, c'était une nouvelle ville. C'était Liège, c'était pas Moucron. Moucron, on va dire, c'est familial. Et là, on vient dans une grande, dans une grande ville. Et j'ai quitté la maison. Mes parents, ils vivaient dans une maison. Moi, j'ai quitté, j'ai pris un appartement et c'est là que j'ai pris, on va dire, mes propres ailes. Et vous vivez pas à deux, du coup, vous avez chacun vos... Voilà. Ok, vous avez pas pris un appartement à deux ou quoi que ce soit? Non. Okay. Chacun était, oui, chacun avait sa petite vie. Sa petite vie. Ok. Très bien. Et le public, c'était ça déjà, c'était déjà le chaudron, c'était déjà le public très très chaud. Et comment tu appréhendes la pression d'un grand club? Parce que on se rend jamais compte, mais t'avais seulement à ce moment-là 19-20 ans, t'es 19-20 ans. On parle d'adolescent, peut-être plus adolescent, mais t'es un jeune homme, c'est vrai, mais quand même, aujourd'hui, quand on voit, c'est plus la norme aujourd'hui de voir des joueurs très jeunes dans des grands clubs, mais à cette époque-là, c'était exceptionnel. Toi, comment tu vis avec cette pression de devoir confirmer après ta saison à Moucron? Ça a été dur, parce que c'est vrai que les 2 premières saisons étaient moyens, on n'a pas justement été compétitifs. Donc, il faut s'adapter. Et puis après ces 2 années-là, je suis devenu, on va dire, un adulte. Et là, on sait prendre ses responsabilités et ça s'est bien passé par la suite. Mais il y a eu un creux au Standard pendant les premières années. Pendant les premières années. Et tu expliques comment ce creux pour toi? C'était l'encadrement. L'encadrement. Tout ce qu'il y avait à Moucron, on l'a pas eu de la même façon au Standard. Quoique, de toute façon, c'était logique, puisque c'était pas une bande de copains. Là, on était devenus professionnels. Voilà. Et on savait tous ce qu'on devait faire le week-end. Tandis qu'à Moucron, on était un peu inconscient. On jouait match après match. Tandis qu'au Standard, il y avait les résultats et il fallait avoir ces résultats-là. Mais je reviens un peu en arrière parce qu'il y a quelque chose qui me tape un peu. Quand tu dis à Moucron, au Standard, on était des professionnels. Donc, à Moucron, tu n'étais pas encore professionnel, le statut. Donc, tu avais un contrat stagiaire jeune, en fait. Oui. J'allais encore à l'école. Ok. Et juste pour donner une idée à nos auditeurs et même à nous, environ, on te demande pas de rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'un jeune, dans les années, fin les années 90 touche en tant que jeune à Moucron? C'était quoi, des primes de match ou il y avait un salaire fixe? Prime de match, peut-être 1500 francs, 1500 euros. Okay. Donc c'était ça à l'époque. Ouais, c'est vrai que même avec le cadre, quand tu arrives au Standard, même avec le salaire, etc., ça peut faire péter un câble. Et là, comme vous dites, on était, on va dire, les stars de Moucron. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais ça. Ouais. Mais c'est fou. Enfin, c'est fou, on se rend pas compte, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est impensable de penser qu'un jeune joueur star, en plus du championnat, parce que t'étais une star, touche 1500 euros et des clopinettes comme ça, alors que t'as déjà un statut. Mais pour moi, ça, à l'époque, c'était... Non, c'était énorme. J'étais aux gens, hein. Je me disais, j'ai quand même ça. Et en plus, on avait des voitures, donc j'avais tout ce qu'un adolescent ne pourrait pas avoir à ce moment-là. Et donc, il faut se mettre dans ce contexte-là. Mais moi, quand j'étais à l'école, je prenais tout le monde avec moi en voiture, donc tous ceux qui étaient dans ma classe, et puis on allait. C'était un peu la star de l'école, quoi. Voilà. Ouais. Mais j'ai pas profité de ça. Ah, t'as pas profité, les profs non plus, hein. Ils m'ont pas aidé. Les filles et tout, parce que quand on est à l'école, on est déjà la petite star, on te voit un peu avec des Aujourd'hui, avec l'expérience, je me dis, j'aurais dû ouvrir mes yeux plus. Ben après cette période au Standard, tu passes encore un cap, hein, au niveau du prestige. Tu fais le saut à l'étranger, la première fois avec Schalke 04. Tu signes pour 4 ans durant la saison 1999-2000. Tu peux nous expliquer un peu qui est ton agent de l'époque, comment tu arrives à Schalke et comment est-ce qu'il te contacte? En fait, c'est Embo. Il était parti du Standard au Sporting. Oui. Et là, Wilmot est venu en équipe nationale me dire, ça te dirait de venir en Allemagne? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et puis, on a été voir Monsieur Donofrio qui a fait ça avec Assauer. Et puis, quand j'ai entendu le montant de mon transfert, j'y croyais pas. On parlait de 10 millions d'euros. Ouais. Et c'était le plus gros transfert d'Allemagne. Et là, j'ai vu une grosse pression. Et quand je suis arrivé dans le club de Schalke, ça me faisait penser à Moucron. Un club familial. Familial, ouais. Parce que là-bas, Gelsenkirchen, c'est un gros chaudron, hein, quand même. Le stade. Ouais. Mais la ville et tout ça, c'est les miniers. Ouais. Donc, tu trouvais un peu l'environnement que tu avais eu à Moucron. Exactement, ouais. Et même au Standard, en soi, c'est aussi une ville. Ouais, la même chose. Et puis, quand j'ai appris qu'est-ce que c'était les préparations physiques, c'était l'Allemagne. Là-bas,
C'était C'est vraiment... pas la même chose qu'au Standard Non. ici en Belgique. On fait pas le même métier. Et ça, je comprends pas pourquoi en Allemagne, c'est si important la condition et pas en Belgique, on le fait pas. Pourtant, on fait le même métier. Donc, si on apporte cette certaine, façon d'entraîner dans d'autres pays, je pense que la Belgique peut augmenter énormément certains joueurs, surtout les potentiels qu'on peut donner au maximum. Ça date d'il y a un petit temps, mais t'aurais des exemples concrets quand tu veux parler de préparation physique? Je me souviens quand on a fait la première année, quand je suis arrivé là, c'était pendant la préparation. C'était pendant l'hiver. Ah oui, en plus, l'Allemagne, Ouais, l'hiver, ça l'hiver, tape. ouais. Et là, on faisait des matchs seulement dans des salles. Il y a beaucoup des matchs de mini-foot dans des salles devant 15, 20 000 personnes. Et là, on avait fait une préparation physique dans le sable. Il y avait Asamoah, Gérald Asamoah. Ah oui, je sais. Il est tombé évanoui. C'est là que je me suis dit, c'est vraiment l'armée. C'était l'armée. Ouais. Le ballon, on l'a pas touché pendant une semaine. Hein. Ah oui, donc c'est vraiment les anciennes préparations, à l'ancienne, quoi, avec... Le football, il date pas d'aujourd'hui. Ouais. Donc faites des entraînements comme à l'ancienne. C'est ça que il y a peut-être des nouveautés qu'on met, mais la base, il faut pas la changer. Il faut pas la changer. Et toi, comment tu le supportes, ça? Parce que j'imagine qu'il y a quand même, à un moment donné, tu as besoin d'une adaptation, parce que tu passes d'une intensité beaucoup plus élevée. Oui. Et ça va, ou tu commences déjà à ressentir des problèmes musculaires, ou ça va? Ça a été. Et après, comme moi, je suis quelqu'un d'explosif, il fallait que ça pète à un moment donné. Hein. Bon, on va y revenir. Hein. Avant de revenir là-dessus, voilà, un transfert XL record, 8 millions et demi, donc quasiment 9 millions. Et très vite, tu marques 6 buts lors des 6 premiers mois, et tu obtiens un surnom de, j'espère que je vais pas mal le dire, mais 10 raquettes, donc la flèche en allemand. C'est vrai. Donc l'intégration dans un pays inconnu avec une culture et une langue que tu ne parles pas. Non. Est-ce que là-bas on te donne des cours de langue? On m'a donné des cours de langue. Obligatoire? Oui. C'est toi qui choisis. Oui. Et ça va, t'as appris, tu parles? Oui, ça a appris et ça m'a bien aidé. Je pense que si on a l'occasion de pouvoir prendre une autre langue, il faut le faire. Parce qu'avec ça, vous pouvez sortir et aller vous aventurer dans le monde entier. Oui, parce que l'allemand, ça a l'air vraiment très compliqué comme langue. Oui. Si moi, Emile Mpenza a réussi, tout le monde peut le faire. Et aussi, une autre question, c'est la première fois que tu te sépares avec ton frère qui part à Lisbonne, au Sporting. Et toi, tu vas en Allemagne. Comment tu le vis, cette séparation? T'as plus ton frère pour te protéger, surtout dans un nouveau pays avec une nouvelle culture. Marc Wilmot a été là. C'est lui qui prend le rôle de grand frère. Oui. Il a vraiment bien fait ce que Mbo faisait pour moi, parce qu'il le voyait comment Mbo était avec moi en équipe nationale, et il l'a bien fait. Et on le voit par la suite, après, dans ma carrière avec ce club. Très bien, très bien. Mais en plus, c'est un Schalke qui est très très fort, parce qu'il me semble que cette première saison-là, vous finissez qu'à 3 petits points du Bayern. Oui, c'est ça. Très bon. Et en plus ils avaient gagné aussi la Coupe d'Europe. L'UEFA, c'est ça? Oui, l'UEFA. Oui, avec Marc. Donc, c'était un club qui était en train de monter et, avec les ambitions qu'ils avaient. Après, ils ont construit le nouveau stade qui est moderne encore à l'heure actuelle, aujourd'hui, quand on se parle. Donc, tu t'imagines à quelle année ils ont vraiment mis la modernité sur un stade de foot? Ouais, non, c'est incroyable. Mais on connaît les équipes, enfin, le championnat allemand, la Bundesliga, et jusque même en division 4, ils ont des infrastructures incroyables. Et c'est un pays qui est tellement bien géré, du moins sportivement. C'est pour ça que quand on regarde, tous les pays ont déjà connu des crises financières, mais l'Allemagne, on n'entend jamais ça parce que c'est tellement bien géré. Et tu ressentais d'ailleurs cette droiture, le fait que tout soit bien organisé, dans la vie du club, les repas, etc. Comment tu nous expliques la différence, par exemple, entre le Standard et Schalke? Il y a une grosse différence en termes d'organisation dans le club? Oui, j'ai vraiment dû avoir du mal à m'adapter, mais je me suis vite adapté très vite. C'est pour ça que les supporters m'ont aimé. Parce qu'ils ont vu que je suis pas venu là juste pour être touriste. Ils ont vu que j'ai fait des efforts avec les langues, faire les interviews, et ils se sont dit non, il est venu professionnellement, dans la tête, il est là pour vraiment aider le club. Et puis après, sur le terrain, ça a été facile. C'est pas parce que je suis en Allemagne que je me sentais mal à l'aise, dépaysé du pays. Au contraire, je n'ai fait que profiter. Et surtout que c'était qu'à 1h30, 2 heures de Liège. Donc ça va, en fait. Et tu nous as parlé de la préparation physique, mais sinon, sur le terrain, c'est quoi la différence qui te marque par rapport à ce que tu avais l'habitude de voir en Pro League, en Bundesliga? La discipline. Comme dans le travail, sur le terrain, c'est la même chose. De lundi au dimanche, c'était vraiment la même rigueur. Et aussi le poids. Là, on était 3 fois par semaine. Hein. Ah, vraiment? Oui. Donc déjà, à cette époque-là, test de pipi, d'urine, etc. aussi? Oui. C'était la première fois que j'avais vu qu'on prenait des Baxter. Des Baxter de vitamines.
Alors là, j'ai compris pourquoi on m'appelait Raquette. Et au niveau de même du contrat, etc., quand tu passes du Standard à Schalke, il y a une grosse différence quand tu passes de la D1 belge à l'Allemagne en termes de financièrement? Tu fais un gros pas financier? Oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Déjà, Ok. si c'est le plus gros transfert de 10 millions, C'est ça, ouais. le reste doit suivre aussi. Hein. Ouais, exactement. Et je reviens sur ma question, mais sur les terrains, souvent on a tendance à dire que les défenses en Bundesliga sont plus perméables, ce qui permet à l'attaquant de vite s'épanouir. Est-ce que tu trouves ça correct? C'était déjà le cas à ton époque ou c'était Non, comment? C'est très dur, c'est très dur. Ouais. Ils font 2 mètres, 90 kilos. Il faut se réveiller très tôt. Hein. Mhm. Et surtout, comme je dis, un Allemand va jamais se laisser abattre. Donc c'était toujours des matchs de combat. Il fallait vraiment aller au charbon. Surtout, le plus beau match que j'ai aimé, c'est à Dortmund. Ouais, Derrière le derby. le mur jaune. incroyable. Ouais. Ah, magnifique. Et d'ailleurs, puisque tu parles de ça, c'est quoi? C'est le stade qui t'a le plus impressionné? Le stade de Dortmund? Ouais. Surtout en plus que, on va dire, c'est le derby de la Roure. Ah oui, Schalke. but de la Roue. Ouais, c'est Ouais. énorme. Ouais. Ouais, ok. Et j'ai marqué. Ah, ben voilà. Et j'ai marqué. Et là, j'ai été accepté. Je pouvais faire tout ce que je pouvais De la faire ville. de mauvais, on va dire, mais comme c'était toujours bien, là, j'étais dans le cœur des supporters. Et on y reviendra plus tard, mais est-ce que c'est pour toi, parce que t'as connu quand même, t'as connu les derbies Standard Charleroi, tu vas connaître après Manchester City, Oui, Manchester oui. United, t'as Oui. connu Schalke, Dortmund. Mount. C'est quoi le plus gros derby pour toi parmi les trois? Je veux dire, en termes D'ambiance, ouais, d'ambiance. d'ambiance, oui, voilà ça. J'ai un ami, un manager qui s'appelle Paul Cambia City. Je vais lui dire un petit coucou. Qui est là? Voilà. C'est ce match-là. C'est Ouais, Manchester City contre United. Ça, Old Trafford, pour moi, c'est le terrain du football. Ah, vraiment? Ah ouais. Et c'est là que tu te dis, mais on n'a pas fait le même métier. Hein. On n'a pas fait le même métier, non. Ok. Ben, en Bundesliga avec Schalke, tu joues la Ligue des Champions pour la première et la seule fois de ta carrière. Malheureusement, je pense, tu peux me corriger, mais je pense que c'est la seule fois où, C'est ça. malheureusement, t'as 3 matchs, 3 défaites, contre Panathinaikos, Arsenal et Mallorca. Majorque, ouais. Qu'est-ce que ça fait de jouer à Arsenal, à Mallorca, cette musique de Ligue des Champions? Pour toi, j'imagine que c'était un rêve de gosse. C'est vrai. Je la vois, je l'entends d'une autre façon maintenant quand je l'entends à la télé. Et c'est vrai que c'était magnifique. Je me souviens, il y avait Samuel Eto'o qui était à Majorque à ce moment-là. Ok. Ah Samuel Eto'o. Et de l'autre côté, Arsenal, c'était Thierry Henry, mon préféré. ouais, donc t'as joué. J'étais Allez, fan. t'as eu la Ouais. chance quand même. Dans l'ancien stade de Arsenal. Highbury. Ok. Hein. À Highbury, ouais. T'as- Vraiment des vieilles tribunes. Et là, dans la rue, t'as les maisons normales. Ouais. Donc t'as un stade qui est en plein dans une rue. C'était bizarre, c'était bizarre. Vu que vous étiez tous les trois francophones, t'as pu un peu parler avec eux avant Oui, les matchs, oui. Eto'o, Avec Henry, Pati tout ça. Vieira et tout ça. Ah, ouais, Vieira ouais. aussi, ouais. Vieira aussi, je me souviens. Aussi Pires. Mhm. Ah. Gentils, vraiment tous. Ouais. Tous gentils, tous gentils. Très bien. Et donc après l'Euro 2000, on va y revenir après dans la deuxième partie sur les Diables Rouges. Mais après l'Euro 2000, tu réalises ta meilleure saison à Schalke avec 13 buts en Bundesliga et t'es cité à la Juventus. Oui. Tu t'en souviens? Oui. Pourtant, tu vas retourner au Standard suite à des tensions avec le coach Rudi Assauer, celui qui Ouais. s'occupait de ton transfert Ouais. avec Donofrio. Et dans une interview de la DH que j'ai pu retrouver en 2003, tu dis à Gelsenkirchen, j'étais très éloigné de ma famille. En outre, je ne maîtrisais pas parfaitement l'allemand, ce qui ne facilitait pas mon intégration. Et le départ de Mark Wilmots n'a pas arrangé ma situation dans le club. Tu as déjà parlé du rôle que Mark Wilmots a pu avoir pour toi et tout le soutien qu'il t'a apporté. Mais explique-moi un peu quelles étaient les tensions avec le coach qui t'a fait venir. Pourquoi d'un moment à l'autre, ça... Le coach n'était plus là. Justement, il était parti. C'était Hub Stevens qui a été limogé. Et puis, tu as eu Heinkens. Celui qui était... Jupp Heynckes. Oui. Ah, tu l'as eu en tant que coach? Oui. Et avec lui, ça, c'est pas du Pourquoi tout bien. Pourquoi Je Trop me suis dur toujours... Non, je sais pas. Juste suis ton pas profil, peut-être qu'il lui plaisait pas ou... Peut-être, je sais pas. Et il avait entraîné en plus Real de Madrid. Hein. Ouais, justement. Ouais. Ouais. Et je sais pas. Et ça s'est pas passé. Mais comment est-ce qu'un coach qui vient du Real Madrid se retrouve à Schalke? Bon, après Schalke, c'est vrai que c'était champion d'Europe, ça jouait le top. C'est vrai que c'était un plus grand club que ça ne l'est aujourd'hui. Peut-être c'est pour ça qu'il revient. Oui. Okay. Et là, ça s'est pas bien passé. Et, les supporters n'ont pas compris aussi pourquoi j'ai été au Standard. Et moi, je me suis dit, comme j'avais tout justement reçu de la part de ce club, les entraînements et les préparations physiques, je me suis dit, si je reviens en Belgique, si je reste professionnel, normalement, rien ne va être partir de tout des efforts que j'ai fait là-bas. Et ça a été le cas. Et donc, comment ça se passe? Tu passes un coup de fil à Donofrio, tu dis oui, je veux retourner, c'est fait en 2-2, quoi. Ouais. Okay. Et lui, il savait que j'étais fit, que j'avais pas de problème. Il te connaissait aussi. Voilà. Ouais.
il m'a mis dans les meilleures circonstances et dans l'encadrement. Et là, je me suis senti le meilleur Émile de toute mon passage au Standard, c'est ces années-là. Avec Dominique Donofrio et Lucien Donofrio. Ouais. Avec les deux. Ah ouais, ok. Bah, là, on est en 2003. Et là, tu reviens au Standard, à Retour Express. Là, tu es pas prêté, hein, tu retournes définitivement. Tu signes où tu es prêté par Schalke. Non. Prêté par Schalke. Prêté par Schalke. Ouais. Donc, t'es encore lié à Schalke, ok. Et tu fais la meilleure saison de ta carrière avec 21 buts et 8 passes décisives en 28 matchs de championnat. Ouais. Et vous terminez 3e avec le Standard, et c'est pour ça que tu dis que c'est peut-être ton meilleur passage. Là-bas, tu retrouves des couilles comme Dragutinovic, Mehmetchite, Van Doren, j'ai noté Oussala, Dani Boffin, Kaklamanos. On va pas tous citer, Jürgen Cavens, Bangura, etc. Tu as dit que les deux Donofrio t'avaient beaucoup aidé, mais comment tu expliques ce retour en forme? Parce que tu pars de Schalke où tu es en méforme, et d'un coup, bim, pas de temps d'adaptation, tu reviens au Standard et c'est comme si tu n'avais jamais quitté le club. Est-ce que le championnat était devenu trop facile pour toi? Non, c'est les entraînements, ça reste. C'est comme le vélo. Le vélo, on peut recommencer dans 10 ans, 20 ans. Mais tu ne sens pas une différence en passant la Bundesliga, c'est pas trop facile quand tu arrives comme ça en D1 belge? Jamais on pense que ça soit facile. Okay. Et j'ai toujours voulu rester professionnel. Et c'est ça qui a fait en sorte que justement je revienne avec des bons atouts que j'avais gardés en Allemagne. Et sur le terrain, ça a été l'apothéose. Et aussi avec Guy Namuroy, le préparateur physique. Okay. Il savait exactement qu'est-ce que j'avais besoin parce que c'est lui qui me disait comment je devais courir dans certains moments durant la rencontre. Et là, j'ai pas été blessé au Standard. J'ai fait toute une saison. Et donc, toi, tu expliques parce qu'il y a aussi notre gestion de Guy Namuroy, mais ce n'est pas forcément lié, donc, du coup, à la baisse d'intensité entre les deux championnats. Pour toi, c'est vraiment une autre gestion. Ils ont peut-être pu t'apprendre à mieux courir et mieux gérer tes efforts. C'est ça. Et aussi l'encadrement. Tout ça, c'est psychologique. Et moi, je joue beaucoup avec la psychologie. Si quelqu'un m'aime, je peux tout lui donner. Si quelqu'un ne m'aime pas, je vais rien lui donner non plus. Et à ce moment-là, le T1, c'est Dominique Donofrio, c'est ça? Dominique. Qui était T2 lors de ton premier passage, si je me trompe pas. Non, il était entraîneur des joueurs qui étaient blessés. Oh, et c'est aussi. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Okay. Et moi, je l'ai connu comme ça. Okay. Lucien, il me dit, t'es blessé, je vais te faire entraîner avec quelqu'un qui va te remettre sur le terrain. Okay. Et il me dit pas qui il est. Il dit, je m'appelle Dominique, c'est tout. Ah, il te dit pas Donofrio? Non. Okay. Et puis, on fait des entraînements. On se dispute, on se crie dessus parce qu'il me voulait vraiment me mettre à terre. T'as pas de bonnes conditions, c'est pour ça que t'es blessé, t'es toujours blessé. Et puis à la fin, je le prenais toujours dans mes bras parce que je sentais qu'il faisait ça pour m'aider. Et puis il me dit, c'est moi je dis, non, vous êtes le frère de Lucien. Il me dit, oui. C'est comme ça j'ai eu les premières rapport avec lui. Okay. Et depuis, on s'est jamais plus lâché. Ah oui, donc vraiment, tu lui paix à son âme, mais tu lui es fortement reconnaissant par rapport à ton passage au Standard, du coup. Parce que on entend très souvent beaucoup de bien sur Dominique Donofrio. Humainement, ça a l'air d'être quelqu'un. Et si je devais être entraîneur, je voudrais avoir son expérience. Ah oui. Et essayer de te donner vraiment les atouts pour te mettre bien sur le terrain. Quand j'étais au Standard, à 7h, j'étais là. Petit déjeuner avec lui, puis je faisais ma séance avant tout le monde, je faisais toujours tout avec lui, parce qu'il m'apprenait la vie, et la vie aussi sur le terrain de foot. Okay. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes ces histoires de préparateurs personnels, etc. C'est-à-dire que, en fait, toute ton athlétisation, quand tu étais blessé, ta préparation se faisait au club. Tu n'avais pas un kiné privé ou comme les jeunes peuvent l'avoir aujourd'hui. Non. Okay. Tout ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est bien ou c'est pas bien. Ça dépend de qui comment il le prend, en fait. Ok. Lors cette saison-là, ton retour au Standard, vous terminez deuxième. Tu termines donc, comme je dis, deuxième du classement débuteur derrière Luigi Pieroni. C'est ça. Mais il avait commencé avant moi. Ah ouais, c'est ce que je préfère comme il avait commencé. Ok. Donc lui, il marque 28 buts, toi t'en mets 21, donc il a 7 en plus que toi. Il avait commencé avant toi. Et à l'époque, il y avait une réelle concurrence entre vous. Comment tu la vivais, toi? Est-ce que vraiment t'étais focus vraiment sur les stats et tu regardais vraiment après chaque match où tu en étais au classement débuteur? Justement, non. C'est Dominique qui m'a fait devenir comme ça. Ah, okay. Et il me disait, tu n'as pas les coronesses. Tu veux pas tirer les pénaltys. T'es un stron, tu es mauvais. Okay. Et voilà, j'ai changé, j'ai tiré les pénaltys. Ah, ouais. Il m'a dit, voilà, tu deviens un homme maintenant. Et puis il me disait, tu dois pas avoir peur, tu dois prendre tes responsabilités. Non, il m'a fait devenir un homme au Standard. Ah, ouais. Okay. Après cette saison-là, tu vas retourner en Allemagne, mais à aucun moment tu te dis, il serait peut-être mieux pour moi de rester ici en Belgique au Standard, vu que c'est là où je suis le plus épanoui. J'aurais pensé comme tu dis là maintenant, mais quand je suis revenu de Schalke au Standard, j'avais diminué 3 fois mon salaire. Okay. 3 fois.
Ah oui. Donc tu vois, je suis venu pas pour l'argent, je suis venu vraiment pour te relancer. Pour me relancer. Et Lucien, il m'a dit, mais si tu as l'opportunité de reprendre tout ce que tu as fait pour nous, vas-y. Et j'ai été à Hambourg. Mais vu que tu étais prêté, c'est-à-dire quand même, il t'avait demandé de faire un effort financier pour pouvoir retourner au Standard, quoi. Oui. Donc ah oui, ok, quand même. Ouais. Donc le Standard assumait une part de ton salaire, en fait, si je comprends bien. Ouais. Okay. Et ils ont pas été au-dessus de leur barème. Donc je suis venu comme un joueur qui avait le même salaire que les autres. Ah oui, ok. Donc comme Nathan le disait, là à Hambourg, entre 2004 et 2006, tu joues un peu plus de 50 matchs en une saison et demie, 2 saisons, et tu marques une dizaine de buts. Pourquoi ce choix de Hambourg? Pourquoi t'as pas eu de contact avec Schalke pour retourner? Pourquoi Hambourg, en fait? Hambourg, parce que je vais retourner en Allemagne pour prouver. Mais je veux dire, c'est eux qui t'approchent ou C'est eux qui m'approchent. C'est eux qui viennent vers toi? Ouais, okay. Ouais. Et là-bas, tu signes, c'est pas en prêt, là, tu re-signes directement. Oui. Okay. Et là, il y avait aussi Daniel Van Buiten. Ah oui. On avait fait quand même une bonne équipe. Vous avez une bonne... Van der Vaart aussi, non? Van der Vaart, oui. Ah, c'est vrai, à tout bas. Camerounais. Le Camerounais. C'est le meilleur back gauche que j'ai vu. Ah oui? Okay. Ah oui. Okay. Et d'ailleurs, vu que tu avais fait Schalke, maintenant qu'on arrive à Hambourg, c'est quoi, si tu devais donner 3-4 joueurs comme ça qui vraiment pour toi, qui t'ont marqué vraiment tellement c'était fort, que ce soit dans ton équipe ou les équipes adverses, tu citerais quel nom comme ça? R9, Zidane. Non, en Allemagne. En Allemagne. Oui. Andy Müller. Ah, ça, j'ai pas connu. Il a à Dortmund. Ah non, Dortmund. Encore trop. Andy Müller, ok. Et à Schalke ou à Hambourg? Ebesant. Non, c'est mon coéquipier. Ok. Et Van Buiten, c'est très fort? Oui, défensivement, oui. Très fort. Très bon. Compagnie ou Van Buiten? Van Buiten. Ah ouais? Van Buiten. Ok. Parce que en général, les gens vont plutôt dire compagnie. Il a fait Bayern, hein? Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Non, il faut pas négliger. Il a eu plus la lumière de la presse que Compagnie. Compagnie a eu plus. Oui, c'est vrai, parce que c'était aussi plus talentueux, entre guillemets. Ouais. Van Buiten avait peut-être un profil un peu moins élégant, mais c'est vrai qu'on peut pas, il a fait une énorme carrière, hein, Olympique de Marseille, Bayern Munich, et partout il a joué, hein. Tu vois, c'est vrai. Ok, donc après Hambourg, là où tu marques une dizaine de buts, tu restes pas non plus très longtemps, tu t'exiles au Qatar. Ça, c'est assez particulier. Donc en janvier 2006, à cette époque-là, le Qatar, c'était pas une destination prisée. Aujourd'hui, on voit l'Arabie Saoudite, on voit la MLS, donc aux États-Unis, le Qatar, un peu partout. Comment t'arrives là-bas à cette époque-là où personne ne va au Qatar? Il y avait déjà beaucoup d'argent. Il y avait de l'argent déjà. C'était une raison financière? Le pétrole. Non, c'est plus personnel. Là, je venais de me divorcer et j'ai voulu aller loin. Mais en fait, même tu peux aller très loin, les pensées restent. Donc le mal reste. Et je pensais qu'en allant loin, j'allais pouvoir m'épanouir et penser à autre chose et redevenir une autre personne. T'avais d'autres choix en Europe avant de choisir le Qatar? Mais je voulais aller loin. Donc même si c'était en Europe, ça allait. T'as même pas considéré? Non, j'ai pas considéré. Ok. Et la vie sur place, c'est comment là-bas, au Qatar? C'était bien. Ouais. C'était la première fois que je savais pas que le soleil était aussi près que la Tour Eiffel. Ah, vraiment, 50 degrés. 50 degrés, j'avais jamais vu ça de ah, vraiment? Ouais. Et mais en 2006, est-ce que c'était déjà aussi développé que maintenant? C'est-à-dire Non, c'était pas du tout. Ouais. Maintenant, c'est New York. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que là-bas, à cette époque-là, c'était... Non. C'était à peine développé. Il y avait encore beaucoup d'endroits où c'était le désert. Maintenant, il y a plus de place. Et le niveau sur le terrain, c'était moyen. C'était moyen. Mais malgré que c'était moyen, comme j'ai dit, je suis toujours resté professionnel. Parce que grâce au Qatar, je vais en Angleterre. À City. Alors que grâce à l'Europe, je vais pas en Angleterre. Pourquoi je peux aller paradoxalement, c'est ça. Voilà. C'est dingue. Comment ça se passe en fait? Oui, c'est ça. Comment t'arrives? Quand t'es au Qatar, tu sais que des clubs européens sont encore sur toi, te regardent encore? Moi, je me dis, personne ne me regardera. Personne. Mais je suis resté professionnel. Et t'as pas eu que ce soit Mbo, que ce soit tes parents ou même ton agent, Lucien, personne a voulu te convaincre du contraire de non, Qatar, tu vas mettre ta carrière, ce sera fini? Non. Dans ma tête, on pouvait me le dire, mais dans ma tête, je sais que... Convaincu que tu devais aller là-bas? Oui, et je savais que un jour ou l'autre, les qualités vont être regardées par n'importe qui. Il faut jamais baisser les bras. Et là-bas, j'étais toujours professionnel. Et le club, aujourd'hui, j'ai toujours contact avec eux. Et je pense que c'est peut-être un déclic aussi que, grâce à mon transfert à Man City, le Qatar a acheté le club. C'est un lien aussi, c'est un lien. Parce qu'ils me regardaient quand j'étais à City, ils m'envoyaient des messages, le fils du président, me disant « Oh, je t'ai vu t'as marqué là », ils étaient tous fiers. Tous fiers. Tous les matchs, ils m'ont regardé. Tous. Franchement, transition... Juste attention, parce que Manchester City, c'est Abu Dhabi plutôt, donc c'est
les Émirats, en fait. C'est différent du Qatar. Mais Exactement. Ça a Exactement. Ça a peut-être eu un lien, Exactement. c'est vrai. Et le championnat à Abu Dhabi n'est pas le même championnat qu'au Qatar. Ouais, c'est vrai. Bah, transition tout vrai, hein, puisque comme tu le dis, tu arrives libre à Manchester City en janvier 2007, donc un an après ton arrivée au Qatar, où tu feras seulement une année. Donc, tu me disais tantôt, donc le derby mancunien, donc de Manchester, c'est le plus gros derby que tu as vu. Là, il y a une réelle passion, une réelle. Bah, comme tu dis, enfin, c'est quand même. Réexplique-nous un peu, parce que quand même, passer du Qatar à Manchester City. Explique-nous déjà quel est le statut de Manchester City par rapport à aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'était pas du tout la même chose, ou peut-être on se trompe. Non, c'était pas la même chose. Et l'entraîneur, c'était Stewart Pearce, l'ancien joueur, le bar. Oui. Il est décédé, hein, il me semble. Non, ça, c'est je confonds Goran avec, Eriksson, l'entraîneur. Ouais. Mhm. Mais Stewart Pearce, c'était un vrai, et il a adoré directement ma façon de jouer. Et puis, le club était à la 3e place relégable. Donc, ils descendaient. Ah oui, ok. Et ils avaient besoin d'un buteur. Mhm. Et je suis venu là, j'ai aidé le club et on n'est pas descendu. Ok. Parce que j'ai marqué des buts justement en peu de temps d'adaptation. On dit souvent que à l'intérieur de la ville de Manchester, City est plus populaire qu'United. Tu l'as ressenti? Exactement. Oui, c'est Ouais. vrai. C'est vrai? C'est vrai, Parce que moi, je On va dis dire que- souvent que c'est le nouveau club des riches et qu'ils ont pas de supporters. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est le Aussi. club des riches. Ouais. City, c'est, on va dire, Schalke. Ok. Tu vois, là, on va dire l'équipe pauvre. Ouais, voilà, c'est un peu oui, comme on aime toujours faire, comme le Real, Atletico, C'est ben ça. là, c'est City. Ok. Ouais. Et on en a déjà discuté en préparation de l'émission. Tu nous disais que tu comprenais pas nécessairement pourquoi est-ce que, quand on parle de Emile Penza à City, on n'en parle pas comme on parle d'aujourd'hui Kevin De Bruyne à Manchester City. Alors que tu estimes que tu faisais déjà partie d'un énorme club. Explique-nous un peu, pas ta frustration, mais pourquoi tu as tendance souvent à te fâcher sur les gens qui ont tendance à minimiser l'impact que ce club avait à l'époque. Déjà, quand on regardait à l'époque, quand je marquais un but en Allemagne, ça passait 30 secondes. On ne disait pas, ah, Emile, tous les jours, il a marqué, il a fait ça. Dans la presse, on ne me mettait pas en première page. Tandis qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui fait un bête assist sans faire près de l'épaule, oh, il a fait un assist. Je dis, mais comment est-ce possible? Ouais. Or que moi, c'était pas des assists, c'était des buts. Ouais. Et quand j'ai été justement à City, je marquais, mais le Belge était fier, mais aujourd'hui, il est plus que fier. Il dit, ah, c'est nos joueurs belges, ça. T'as vu? C'est lui. C'est la Belgique. Ouais. Et à notre époque, c'était pas ça. Pas Non. ça du tout. En fait, on t'a jamais mis en lumière, en fait. Non, Comme on jamais. le fait maintenant. Ouais. Or que si on pouvait me mettre en lumière à ce moment-là, j'ai rien à envier à De Bruyne, à Lukaku, parce qu'ils sont maintenant à Chelsea ou à Naples ou tout ça. J'ai été là aussi. Ouais, c'est vrai. Et tu penses qu'aujourd'hui, avec tous les moyens mis à disposition des jeunes joueurs, donc comme on le disait tantôt, les coachs privés, les accompagnateurs mentaux, tout ça, etc., t'aurais été un meilleur joueur? T'aurais fait une plus grosse carrière? J'aurais pu être comme R9. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ça va. Lui, il Ça va était faire déjà- du bruit, ça. ça va faire Ça, du on va le bruit. sortir. Hein. Ah, mais c'est pas grave. Parce que lui, il était déjà il était mondialement, il était au-dessus de tout le monde. Maintenant, avec ça en plus, ben, posez-vous la question vous-même, alors. Mais R9, quand même. Je sais pas, posez-vous la question. Non, mais moi, comme je t'ai dit, je t'ai vu, j'ai pas pu voir toute ta carrière. T'avais des qualités énormes en termes de vivacité, d'explosivité, etc. Et tu marques aussi pas mal, hein, faut le dire aussi. Mais maintenant, R9, pour être honnête avec toi, pour moi, c'est le GOAT. Donc, quand tu dis ça, tu le dis de manière présomptueuse ou tu es persuadé vraiment que t'aurais pu te rapprocher vraiment des meilleurs attaquants de l'histoire? Rapprocher. Ouais. Et lui, déjà, qui aujourd'hui peut se rapprocher de lui? Personne. Voilà. Pour moi, personne. Voilà. Tu as tout dit. Ouais. T'as tout dit. Mm. Et moi, je dis bien, si j'avais. Oui. Donc, je Oui, ne l'ai oui. pas, je l'étais pas. Hein. Je ne l'étais pas. On a bien compris. Et est-ce que tu as des regrets par rapport à cette période? Parce que je sais qu'à cette époque-là, et ça, je te parle de mémoire, et peut-être Nathan aussi, on a souvent entendu que Emile Penza, c'était un joueur qui aimait les belles voitures, qui aimait les belles femmes, qui aimait sortir, qui faisait des allers-retours Manchester, Mhm. Belgique pour faire la fête, notamment au Carré, qu'on a tous connu à l'époque, et peut-être moins aujourd'hui, mais on l'a tous connu. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui disent ça? J'ai aucun regret. Puisqu'on m'a toujours vu bon sur le terrain. On me demande d'être bon sur le terrain. Mais la semaine, il faut s'entraîner. Et les gens, ils oublient en fait le travail de ce que je devais faire pendant la semaine pour être sur le terrain, être bon. Mhm. Donc, les sorties, c'est quand je pouvais le faire, pas quand je devais pas le faire. Ok. Donc, j'avais trouvé mon juste milieu. Ça n'a jamais empiété sur ton travail professionnel, quoi. Jamais.
pouvez demander à tous les clubs, à tous les entraîneurs. Pourquoi les entraîneurs n'ont jamais dit Émile n'est pas professionnel? Émile, il sort tout le temps. Émile, il va. On n'a jamais rien dit. Ouais. Mais sauf la différence, c'est que Émile va sortir une fois le mois, mais on va le voir une fois, on va croire que c'est 20 fois qu'on l'a vu. Parce qu'on va regarder qui dans la sortie? Émile. Or qu'il y a des autres joueurs qui sont comme moi, joueurs professionnels, mais on le regarde pas. On s'intéresse pas. Ouais. Et moi, on va me voir une fois, on va dire, ah, il est là. Mais c'est aussi parce qu'à ce moment-là, je pense que c'était aussi l'un des seuls joueurs qui était avec ce statut de superstar, attaquant, qui va vite, qui marque, noir, beau gosse. Enfin, ça joue dans l'image qu'on renvoie. Exactement. Et puis après aussi, t'étais en première ligue avec Porsche, etc., Lamborghini. Donc ça joue et bon, évidemment. C'est vrai qu'il faut se dire, on est en 2007 plus ou moins et t'as pas encore la génération d'aujourd'hui avec les Jeux Olympiques qui arriveront en 2008 l'année d'après. Donc il y a que toi, Gabi Mundingayi qui sont un peu connus, et Van Buiten. Hein. C'est vrai. Et aujourd'hui, ils aiment pas tous les belles voitures, ils aiment pas tout ce qui est beau. Et leurs voitures coûtent plus cher que les voitures que j'ai aujourd'hui. C'est vrai. Une bête, on va dire, je dis même pas une bête, je m'excuse pour parler comme ça. Une AMG vaut plus qu'une Ferrari. Or que Mercedes à l'époque, ça vaut pas une Ferrari, hein. Ouais, non, c'est vrai. Voilà. Donc, faut mettre au milieu le juste milieu. Aujourd'hui, quand ils viennent tous en équipe nationale, je pense qu'il y a des belles voitures aussi, hein. C'est vrai. Et ça dérange moins. C'est vrai. Ils viennent même habiller, c'est un défilé aujourd'hui. Oh, voilà. Avec les marques. Donc, heureusement que j'ai pas fait un défilé, moi, alors. C'est vrai qu'à l'époque, t'aurais ramassé à l'époque. Ah oui, regardez, le nouveau mannequin, il oublie de jouer au football. J'aurais ramassé, comme tu dis. J'aurais tout repris. En fait, je prends tout pour que eux soient à l'aise aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ok. Oui, juste pour revenir par rapport au championnat anglais, qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur championnat du monde. Déjà à l'époque, toi qui avais fait l'Allemagne, qui avais fait la Belgique, etc., tu fais l'Angleterre, tu confirmes, c'était le plus gros championnat? Oui. Loin? Oui. Il faut être très tôt en Angleterre. Et si tu es jeune là, je pense que tu peux t'adapter à ce football-là. Et en plus, j'ai été très tard. C'est ça qui était dur. Donc, je me suis dit, mais j'ai quand même tenu 3 ans et demi. Donc, je me dis, c'est déjà pas mal. Et en plus, t'avais quand même il y avait une bonne petite équipe à City quand même. Il y avait des bons petits joueurs, des Stéphane Ireland, Vassell, Mika Richards. Oui, aussi, ce que j'ai aimé, c'est quand on a joué contre United. C'était avec Vidic, Ferdinand, Evra, Cristiano Ronaldo, qui va être Ronny, Berbatov. Quand je me suis mis sur le terrain et que j'ai regardé autour de moi et que j'avais Vidic et Ferdinand, je pouvais me réveiller. Mais je sortais pas de ce cauchemar. Hein. C'est vraiment, franchement, tu vois, comme tu as dit tantôt, c'est là qu'on se rend compte c'est quoi être footballeur. Et là, tu le vois vraiment, c'est quoi des défenseurs. Ouais. C'est là, très fort, ouais. Et c'est pour ça, quand j'ai vu Cristiano Ronaldo là, notre équipe là, piétiné. Là, j'ai dit, il a vraiment une mentalité de gagnant. Et tout ce qu'il a fait par la suite, j'ai compris. Ah, ça t'a pas étonné quand tu l'as vu Ballon d'Or et faire, parce que tu le voyais déjà? Ouais. Ok. Et à City, quel est parce que je pose cette question parce que pour nous c'est incroyable de pouvoir parler avec quelqu'un qui a côtoyé des grands joueurs comme ça. À City, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que c'est un joueur? Est-ce que c'est l'organisation du club? Qu'est-ce que tu en retires de ce club-là? L'organisation. Mais le club est racheté 1 année ou 2 années après que tu aies signé ça? Une année après. Une année après. C'était avant des Malaisiens, Malaisie, là. Avec le coq sportif, je me souviens. Le coq sportif, oui. C'est l'organisation et surtout, c'est comme si tu venais te pointer avec ta carte, clic, et tu sors, tu rentres chaque fois. Tellement que c'était... tout était cadré, quoi. Tout le monde savait qu'est-ce que tu devais faire. Tout. Ils ne devaient pas venir te répéter, tu savais ce que tu devais faire. Et la ville de Manchester, c'est comment? Magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Moi, les gens disent que si tu veux bien t'amuser, il faut aller à Manchester, tu confirmes? À Liverpool. C'est pour ça que les joueurs qui jouent à Manchester habitent parfois à Liverpool. Oui. C'est un autre monde, hein. Ouais, vraiment. C'est un autre... Et là-bas... Et t'as pas peur des tabloïds? Non. Parce que là-bas, ils aiment bien aussi scruter les joueurs. Oui, il est sorti. On me dit qu'on me voyait beaucoup au carré. Là-bas, on me voit nulle part. Là-bas, c'est normal. C'est normal. Quand tu es sur le terrain et que tu fais ton taf. Bien sûr. Okay. On va pas te juger. Ah, ok. Ensuite, après City, tu pars à Plymouth, c'est ça? Oui, là, Plymouth, comme ça. Et là, c'était Championship. Oui, Championship, mais je veux dire, tu arrives là-bas comment? Parce que
tu veux rester en Angleterre et ils te contactent et donc tu y vas. Et la Championship, c'était un championnat bien. C'est plus dur que la première ligue. Ah oui, tu confirmes. Plus dur. En plus, il y a plus de matchs. Plus de matchs, oui. Et là, c'est encore à l'ancienne, à la kick and rush. ouais. Donc, mais pour un joueur comme toi, c'était pas l'idéal du coup, parce que même si t'aimais bien l'explosivité, mais avoir des ballons dans l'air, c'est pas. Mais 30-40 000 personnes. Hein. Ah oui. Même les stades, ouais. Si tu as le droit, si tu as l'opportunité d'aller en Championship, vas-y. Vraiment? Moi, je dis vas-y. Et juste une question, est-ce qu'il y a une grande différence en termes, parce que tu dis si tu as l'opportunité d'aller en Championship, est-ce que financièrement, parce qu'on dit souvent que la D2 anglaise, ça vaut clairement les D1 espagnoles ou italiennes, non seulement en termes d'intensité, mais aussi en termes financiers. Est-ce que c'est vrai? Même déjà à l'époque, c'était... Oui. Okay. En Belgique, il n'y a pas un club qui peut suivre un club de Championship. Même pas Anderlecht ou... Non, loin. Eh ben, franchement, c'est bon à savoir. Dernière question par rapport à l'Angleterre, et puis Nathan, tu pourras aussi te poser, c'est par rapport au Boxing Day. Donc, c'est cette fameuse période où à Noël, etc. Tu l'as connu aussi. Comment est-ce que pour toi c'est quelque chose qui était embêtant ou au contraire tu en profitais parce que je sais que tu pouvais pas revenir en Belgique pendant la trêve. On s'adapte et ça m'a pas tellement ennuyé et tout ça, surtout que c'est en famille et là comme on était tous dispersés, moi mon frère, on n'avait pas le moment de pouvoir tous faire ça en même temps. Moi c'est plutôt sur le terrain. C'est quoi la grande différence que tu fais avec la Bundesliga de ton passage en Angleterre? Au niveau de l'intensité ou au niveau tactique, qu'est-ce que tu remarques, toi, en tant qu'attaquant? C'est tactique, je pense, oui. L'intensité est la même. Okay. On voit toujours les Anglais et les Allemands, ils ont toujours le même niveau. Des fois, c'est les Allemands qui passent, et des fois, c'est les Anglais. Donc, et aussi, maintenant, on va dire, il y a plus de grands joueurs qui en Angleterre. C'est juste ça, je pense, qui change. Et quand tu regardes l'équipe nationale allemande est meilleure que l'équipe nationale anglaise. Parce que c'est les étrangers qui font évoluer le championnat, pas les Anglais. Et quand un Anglais est transféré, ils essayent de le faire transférer comme si c'était un joueur exceptionnel. Alors que non, c'est un joueur normal. On le voit avec celui de Manchester United. Tu attaques Bellingham ou... Non, pas Bellingham. Celui de Manchester United. Comment il s'appelle encore? Le défenseur. Défenseur lequel? De United. Rio Ferdinand? Non. Qui de maintenant aujourd'hui. Qui a été transféré de Leicester à... Maguire. 90 millions, là. Ouais. 90. Voilà, toi-même, c'est énorme, hein. Non, c'est énorme. C'est le défenseur le plus cher de l'histoire, je crois, encore. Il joue plus à United. Non, il joue quasiment plus. Non. C'est vrai. Donc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et toi qui as fait l'Allemagne, l'Angleterre, etc., est-ce que tu as connu le racisme dans le football, les cris qu'on a pu... Moi, non. Franchement, je jamais. Peut-être que je plais aux supporters, je sais pas. Oui, peut-être aussi. Peut-être. Non, mais en Allemagne, pas du tout. Pas du tout. Okay. Et en club, donc durant les années 2010, tu finis un peu ta carrière en club, du moins à Sion, où tu signes pour 2 ans entre 2009 et 2010, avant d'aller au Neftchi Bakou en Azerbaïdjan, où tu signes pour 3 ans en 2010. Revenons d'abord premièrement sur Sion. Là-bas, tu fais encore une grosse saison. Hein. Tu mets 21 buts en 31 matchs. Oui. Déjà, pourquoi la Suisse, un nouveau pays, à nouveau que tu découvres, pourquoi la Suisse? C'est à cause de l'entraîneur, Didier Tolo. Okay. C'est un ancien attaquant qui était au Girondins de Bordeaux. Et j'ai parlé avec lui en 1 heure, 2 heures, on s'est compris et c'était fini. C'est fini. Et affectif encore. C'est un club affectif. C'est un club qui n'est pas à Genève, qui se trouve dans les montagnes et tout ça, donc... T'étais dans ton petit cocon. Voilà. C'est un beau pays, c'est agréable. Ah oui, franchement. La vie, elle est chère, hein, là-bas. Sur place, elle est chère. Et là-bas, tu t'éclates aussi, hein, comme je dis, 21 buts. Et le niveau suisse, c'était pas... J'ai aimé. Ouais, c'était un bon niveau. Oui, c'est un bon niveau. Tu compares par rapport à ce que tu avais connu, tu peux mettre ça en Belgique, on peut suivre, oui. Young Boys, c'est plus fort qu'aujourd'hui les équipes qui sont en Belgique, hein. Ouais. Quand tu regardes Young Boys, voilà. Ouais. Donc, nous, on est restés à un niveau, eux, ils sont montés. Ils sont montés. Même l'équipe nationale de Suisse. Oui, ça devient une grande nation. Oui. C'est vrai. Et puis à la fin, en Azerbaïdjan, où tu signes pour 3 ans, et là, paradoxalement, c'est le dernier club où tu réussis à gagner l'unique et seul titre de ta carrière, de champion, hein, je dis bien. Dieu a fait les bonnes choses pour moi. Et comment ça se passe ce transfert? Parce que
C'est vrai Par que l'Azerbaïdjan, c'est même pas comme si c'était la Russie ou quoi, c'est l'Azerbaïdjan, quoi, ça. Oui. Ça te fait pas peur quand t'entends parler de ce genre de pays? Aujourd'hui, ça me fait peur aujourd'hui. Mais à l'époque, je savais pas que l'Azerbaïdjan, c'était comme tu avais dit. Et si je devais revenir en arrière, je pense que j'aurais réfléchi plusieurs fois. donc ça veut dire que c'était pas en termes de C'est pas l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui. Ah oui. Ah non, aujourd'hui, ils avaient fait aussi, comment on appelle, la musique. Eurovision. Voilà, l'Eurovision. Oui, Et quand j'ai vu qu'ils ont fait l'Eurovision, c'est devenu New York. C'était New York. Mais à l'époque, ce que j'allais, il y avait pas de route. Mais c'est ça, qui est quand même un peu paradoxal. Quand tu me dis il n'y a pas de route, c'est un peu comme ce que tu dis pour le Qatar. Mais malgré ça, tu y vas quand même. Est-ce que c'est le fruit pas de pression, mais plutôt d'influence? Ou est-ce que c'est financier? Enfin, comment tu te retrouves en Azerbaïdjan en 2010 alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de route, il n'y a rien? Je voulais voir. Faire une aventure et voir comment ça se passe. Parce que peut-être que quand je retournerai au Congo, ça sera la même façon. Et j'ai pas eu d'après-agi. Donc, je me suis dit, c'est une nouvelle expérience et une expérience que j'ai pris avec cœur, quoi. Non, mais franchement, bravo, parce que faut faire preuve de personnalité quand même pour aller comme ça. Et c'était près de la capitale, Bakou, ou C'était Bakou. Ah, c'était Bakou. Donc Bakou, à cette époque-là, c'était toujours pas. Parce qu'aujourd'hui, je sais que Bakou, c'est vraiment une très belle ville. Il y a aussi la Formule 1. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit. Et quand tu vas là-bas, tu vas toujours seul. Tu vas pas avec ta compagne ou tes enfants ou quoi. Juste avec ma mère quand elle était vivante. Ah, tu allais avec toujours avec ma mère. Elle t'accompagne. Ok. Au moins, t'avais quelqu'un de la famille quand même. Ouais. Mais fallait aller quand même pour convaincre maman de partir de la Belgique pour aller en Azerbaïdjan. J'étais son petit chouchou, le dernier. Donc elle veut t'accompagner partout. Bien sûr. Et la femme qui est avec moi doit accepter ça. Ah, tu passes encore le message, quoi. Elle doit accepter ça. Et t'as bien raison. Pour la vie en club, je crois, Nathan, on a fait le tour, hein. Ouais. Une belle carrière. Félicitations, d'ailleurs, encore pour cette belle carrière. On va passer en deuxième partie sur les Diables Rouges. Aussi, une belle page de ton histoire. Les Diables Rouges, tu les côtoies entre 99 et 2009, donc pendant 10 ans. Tu as 57 sélections, ce qui est pas mal quand on sait que tu as quand même été souvent éloigné pour des blessures. Exactement. À l'époque où il y avait beaucoup moins de matchs, c'est pas mal. Ouais. Surtout 19 buts, donc on y est presque, mais bon, on pourrait dire que tu avais presque approché le ratio d'un but chaque 2 matchs, si on allez, chaque 3 matchs. Ta première sélection, c'est le 11 février 1997, avec un match contre l'Irlande du Nord. À Belfast. À Belfast, tu t'en souviens? Vous perdez 3-0. Ouais. Explique-nous un peu ta première convocation, tu étais dans quel club, comment tu l'apprends, etc. Je pense que j'étais à Moucron. Ok. J'étais à Moucron et c'était Lekens. Ah, qui te l'apprend? Je crois que oui, c'est Lekens qui m'apprend et il a eu confiance en moi et puis on a été là-bas et puis j'ai rencontré des joueurs extraordinaires comme Oliveira, Luc Nélis, Wilmot, Bertrand Crasson, Boffin. T'es belgo-congolais. Est-ce que à un moment ou à un autre, t'as l'idée d'une sélection congolaise ou pas du tout? T'as des contacts avec la fédération congolaise? Je pense pas qu'à ce moment-là, la fédération congolaise avait l'équipe qu'ils avaient aujourd'hui. Donc, il faut se mettre dans le contexte. Si maintenant, on me redonnait le choix, je pense que je serais resté avec mes racines. Au Congo? Tu penses? Oui. Ah, je pense, oui. Mais ça, c'est un choix fort. J'espère que j'ai porté le trabeau congolais malgré que j'étais. Oui, c'est ce qu'on disait. Nos parents parlent beaucoup de toi, etc. Hein, franchement. Tu demandes à tous les Congolais d'origine, même qui soient nés en Belgique ou alors qui soient arrivés en Belgique, c'était le premier nom. Les frères Émile, Embo, tout le monde sait parce que vous étiez les Congolais qui ont réussi en Belgique sur le plan du football, sur le plan sportif. Donc non, ça clairement tu l'as porté. Et je pense qu'il y a un petit regret. Je pense qu'il y a beaucoup de Congolais qui se disent, allez, si l'équipe nationale avait été ce qu'elle est aujourd'hui, ils auraient peut-être pu attirer ce genre d'attaquant comme toi. T'aurais peut-être été juste avant Bocani, ce genre d'attaquant, et t'aurais pu peut-être faire une attaque de feu avec un Loa ou avec ce genre de joueur, avec par exemple Poutou en 10. Ça aurait pu donner quelque chose, mais bon. Mais on aurait une frère allure. Ouais, et on aurait eu peur de personne, je pense. Même pas des pays européens. Ouais. Mais pour toi, ça représente un regret, parce que quand je t'en entends parler, tu penses que, parce que tu dis, t'aurais peut-être représenté la sélection des Léopards, est-ce que c'est un regret pour toi? Ou je vais pas te mettre dans les problèmes, hein, mais juste... C'est pas un regret, c'est peut-être que j'aurais voulu apporter plus dans mon pays. Ok. Ouais. C'est une belle façon de le dire, en tout cas. Alors, déjà, de 1, je remercie la Belgique. Et de 2, je regrette un petit peu peut-être pas d'avoir été avec le Congo, mais maintenant avec l'association qu'on fait avec Goma, pour moi c'est un retour aux sources, et surtout pour remercier aussi mon peuple et
toutes les personnes qui m'ont supporté venant de l'Afrique. Ok, très bien, très bien. Donc revenons donc la première sélection Irlande du Nord où vous perdez 3-0, donc tu l'apprends via George Lekens, etc. Est-ce que ton statut il change médiatiquement? Est-ce que on dit souvent que quand tu deviens international, ta valeur marchande elle augmente? T'as 10 clubs qui sonnent à la porte de ton agent le soir même, etc. Est-ce que tu as senti une différence dans l'approche? Non, pas du tout, pas dans l'approche, non. Pour moi, c'était comme une sélection du Hainaut. Parce que j'ai commencé comme ça, sélection du Hainaut, avant d'aller avec l'équipe nationale. Donc, pour moi, c'était toujours la même façon que je voyais les choses. Ok. Bon, on va pas refaire tous tes matchs en sélection nationale. On va peut-être revenir sur les gros tournois. Parce qu'à l'époque, c'était une denrée rare. Quand on se qualifiait pour un tournoi, c'était exceptionnel. Faut jamais qu'on l'oublie parce qu'on a connu la génération dorée, etc. Mais c'était pas comme ça avant. Exactement. Aujourd'hui, rater un tournoi, ce serait une catastrophe, une honte. Mais à l'époque, plutôt se qualifier, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, on va revenir sur ta première compétition majeure 98 où tu montes 3 fois au jeu. Contre la Corée, je pense, le Mexique. Et le Mexique, et la Hollande. Les Pays-Bas. Ah, tu oublies. T'as une bonne mémoire, mais ça, tu oublies jamais, j'imagine. Qu'est-ce que ça fait de jouer une Coupe du Monde? Pour moi, c'était plus un apprentissage. J'ai été là sur le banc, j'ai regardé beaucoup comment les choses évoluaient. Et je pense que je suis toujours rentré, mais j'ai pas pu prouver beaucoup plus ce que j'ai apporté à ce moment-là. Et le sélectionneur, c'était qui à cette époque? Lekens. Ah, bah, décidément, c'est lui qui est toujours là dans tes débuts. Ah, ok. Et t'étais même pas un peu impressionné par le contexte? En plus, c'est en France, cette Coupe du Monde-là, donc c'est à côté. On était un peu supportés vu qu'on est les voisins. Mais c'est pas plus impressionné que ça, quoi. Non, j'ai été vraiment content d'être là. Et c'est vrai que c'était mieux que je sois sur le banc parce qu'il y avait vraiment beaucoup de pression. Et je pense que si à ce moment-là, moi, j'aurais joué, j'aurais été le premier, et que ça serait mal passé, j'aurais été le premier plus facile à viser que tous les anciens. Qui mène l'attaque en 98? Qui mène les attaquants je pense que c'est Olivera Linelis. Ça, j'ai encore quelques souvenirs, je me souviens. J'avais la cassette, ce qui est bien, c'est que la Coupe du Monde, à ce moment, c'était en France, donc pas loin de la Belgique. T'as toute la famille a suivi, j'imagine? Oui, tout le monde avait suivi. Une terrible expérience. Okay. Et surtout, le Stade de France, c'était la première fois que j'avais été dans le Stade de France. Qui avait été construit pour la Coupe du Monde, Ok. Et juste rapidement, 98, cette Coupe du Monde-là aussi, on se souvient de Ronaldo avec le Brésil, la finale contre la France, etc. Le match contre les Pays-Bas, par exemple, j'imagine que tu vois la grosse armada, Dennis Bergkamp, Jaap Overmars, toute l'équipe Reisiger, l'Ajax. Ça t'a impressionné toi qui étais sur le banc, quand tu vois en face de toi cette équipe-là? Oui, franchement, oui, c'était vraiment une équipe très forte. Surtout Overmars. C'est la première fois qu'Overmars, j'ai vu quelqu'un faire sortir un joueur à cause de Overmars. Bertrand Crasson, après un quart d'heure, on l'a changé. Mais à l'époque, on jouait fort, quoi. Un quart d'heure. Mais oui, on jouait avec un libéro à l'époque. Oui. Et le libéro, c'était Eric Van Meer. 20 mètres derrière. Overmars, il a fait 6 accélérations. Bertrand, on l'a changé. À l'époque, on pouvait jouer avec beaucoup de recul. Mais Overmars, il était très vite. Très rapide. Overmars. Oui, parce qu'avec l'œil vert, c'était vraiment toute cette école, tous ces joueurs formés à l'Ajax, Bergkamp, classe sur les terrains. D'ailleurs, ils sont éliminés en demi-finale face au Brésil, si je me souviens bien, avec des buts de Ronaldo. Oui, Brésil, Ronaldo. C'est une équipe quand même qui a failli terminer championne du monde. Mais on avait fait 0-0. Ouais, c'est ça qui est... C'est un miracle. C'était un match, c'était comme si c'était une victoire. Ok, donc De Vlieger sort un gros match. Pas De Vlieger, c'était De Wiel. De Vlieger, c'est 2002. Ouais, c'est 2002. Ok, et ensuite, deuxième compétition, c'est l'Euro 2000. Là, ici, tu as inscrit un but lors du match d'ouverture face à la Suède, 2-0. On voulait juste revenir un peu sur cet Euro 2000 à domicile, parce qu'il s'est perturbé un peu par des affaires extrasportives, où je pense à ce moment-là, tous les matchs de prépa sont positifs. Ici, je note dans la prépa, donc, à part la défaite 2-1 face à l'Angleterre, vous gagnez 4-0 contre le Maroc, vous faites 1-3 contre l'Italie, vous faites un 2-2 à domicile contre les Pays-Bas, à nouveau, 1-1 contre le Portugal, vous gagnez 2-0 en Norvège, 2-2 au Danemark, enfin bref, et puis 5-5 à nouveau contre les Pays-Bas. Et d'ailleurs, il y a Abstam qui dit Sumpenza, il aurait sa place à Manchester United. Donc à ce moment-là, à l'Euro 2000, tu es un peu comparé aux Trezeguet, Thierry Henry, Michael Owen, en disant voilà, ces 4 attaquants-là, c'est les attaquants qu'il faut suivre, c'est les jeunes, les nouvelles étoiles montantes du football. T'es dans quel
mentalement, t'es comment quand on te compare à ce genre d'attaquant-là et que tu vas vivre en fait ta première compétition en tant que la grosse star de l'équipe nationale? La pépite. La pépite. Ouais. Comment tu le vis? Comment tu prépares? J'ai pas aimé en fait d'avoir tout ce statut sur moi parce que la presse attendait justement Un faux pas. un faux pas. Ok. Et à ce moment-là, j'étais avec Miss Belgique et c'était le faux pas qu'il fallait pas faire avec ce genre de journalistes et ces gens autour de moi. Mais vous étiez en couple ou c'est juste que vous étiez, enfin, vous vous connaissiez parce que On était en couple, vous étiez en couple. ouais. Ah oui, ok. Et ils suivaient tous mes faits et gestes. Ok. Tous mes faits et gestes. Donc c'est-à-dire que quand elle venait par exemple à l'hôtel, en tant que ta compagne, voilà, on venait dire qu'elle venait perturber la préparation, etc. Donc, Ok. Et donc oui, comme je dis, donc dans une interview de la DH en 2020, donc il y a pas si longtemps, tu dis c'était surtout en Allemagne que j'étais une star. La Belgique aurait pu faire de moi une plus grande vedette. Qu'est-ce qu'elle n'a fait? Les Diables actuels, on les met sur un piédestal dès qu'ils jouent à l'étranger. On parle de tous les jours. C'était pas le cas avant, alors que je brillais à Schalke. Et là, tu réagissais par rapport à une question du journaliste qui disait oui, donc les fameuses affaires extrasportives. Ouais. Donc pour toi, tu as été clairement à un moment donné une cible pour la presse belge? Oui. Parce que quand tu regardes les extrasportifs aujourd'hui, ils sont 10 fois pires que ceux que j'ai eu. L'histoire avec Courtois et De Bruyne. Si moi j'avais fait ça à l'époque, je pense que je suis one tête, je suis plus ici. Hein. Oui, donc juste pour que les gens qui ne connaissent pas, c'est la fameuse histoire où entre guillemets, ce serait Courtois, c'est ça, Courtois qui aurait volé, en tout cas qui est sorti avec la copine. Quand c'était en académie de jeunes. Voilà. Mais tu penses que c'est dû à quoi? Pourquoi toi? C'est ça, justement, je pose la question. Ça, ce que moi j'ai fait et les extra sportifs qu'il faut maintenant, c'est pas un extra sportif que ce que je fais. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'était juste ta compagne qui venait te rendre visite et voilà. Tout. Il y avait rien de mal parce qu'aujourd'hui, clairement, dans toutes les compétitions, on en parle même clairement. Ils disent oui, aujourd'hui c'est le jour où ils ont le droit, le jour des familles et les familles viennent avec les enfants. Alors qu'avant, c'était aussi le jour des familles en plus, hein, quand elles venaient. Hein. Mais c'était juste qu'à l'époque, c'était moins bien vu parce qu'on estimait que quand les gens allaient en compétition internationale, ça devait rester 3 semaines seulement focus sur le foot et donc c'était un peu un tabou. C'est vrai. Deuxième match contre l'Italie. 0-2, vous perdez 0-2. C'est l'Italie de Maldini, Cannavaro, Nesta. Rien que ça. Tu parlais tantôt de Vidic, etc. Mais là, on passe encore. Ouais, au-dessus. Cannavaro, Nesta, c'est solide. Les meilleurs que tu aies rencontrés? En équipe nationale, oui. Ah, même pas tout confondu. Non, ça reste Vidic et Ferdinand. Ok. Vidic et Ferdinand. Ok. Et ensuite, tu estimes donc il y a un nul qui aurait suffi contre la Turquie lors du troisième match, malheureusement, où vous perdez 2-0. Et là, tu dis dans la presse, c'est la plus grosse déception de ta carrière. Oui, puisqu'on commence bien à domicile, donc il suffisait de faire un match nul. Je pense que si on faisait ce match nul, on aurait pu continuer encore l'écart. Tu penses que vous passez le... Ouais. Et oui, d'ailleurs, on dit pas assez, mais c'est vrai que l'Euro 2000, c'est organisé avec les Pays-Bas. C'est à la maison. Donc est-ce qu'il y avait une pression particulière? Parce que en soi, la Belgique, ça restait... C'était le petit pousset. Et donc, est-ce que vous ressentiez une pression particulière du fait que ce soit à domicile? Oui, bien sûr, à domicile. Mais oui, quand on voyait ce qui se passait après le premier match, la victoire dans les rues de Bruxelles et tout ça, on se rendait compte. Hein. Même quand on rentrait... C'était au centre national? Non, on était vraiment sortis de Bruxelles. Je pense du côté de Genk, dans le Limbourg. Ah oui, ok. Dans le Limbourg. Ok. Et vous aviez un objectif défini en préambule du tournoi? Genre, vous vous disiez, allez, il fallait faire minimum 8e, quart de finale. Vous discutiez de ce genre de choses? Oui, puisqu'on avait fait un match extraordinaire aux Pays-Bas. Quand tu sors après une préparation avec un match aux Pays-Bas 5-5, qu'on mérite de gagner facilement haut la main, tout le monde était aux anges. Stroupard, magnifique duo ensemble. C'est celui avec qui tu as préféré ton duo, Branco Stroupard en équipe nationale? Oui. Si c'était pas mon frère, c'était Stroupard. Moi, j'ai l'impression, c'est peut-être une mauvaise image que j'ai, mais t'as beaucoup joué avec Wesley Sang en sélection? Non, t'as pas beaucoup joué? Pas beaucoup. Ok, non. Parce que, en tout cas, les seuls matchs où je t'ai vu en sélection, c'était avec lui et j'avais l'impression que c'était un duo qui fonctionnait assez bien. C'est vrai, moi aussi, j'ai bien aimé ce duo avec Wesley Sang. D'ailleurs, un des rares attaquants en Belgique que j'ai trouvé très élégant et très fort. Je sais pas, j'ai toujours aimé son style de jeu. Et je pense aussi que lui, il a pas eu la carrière. Je pense qu'il aurait pu, je dis pas qu'il aurait pu viser le Real Madrid, mais je pense qu'il aurait pu viser un peu plus haut que ce qu'il a fait. Mais bon, c'était la parenthèse et vite refermée. Oui, donc après cet Euro où malheureusement vous échouez en phase de poule à nouveau,
comme en 98. Mhm. Les médias internationaux, ils sont sans pitié pour toi. Alors que tu es encore très jeune, hein, on rappelle, même si on a parlé de ta carrière, là on revient, on fait un saut en arrière et on revient en 2000. Et on dit le Beckham belge était dans un état comateux. C'est The Mirror, le journal, le quotidien anglais qui titre ça. Est-ce que tu estimes qu'on a été trop dur avec toi, non seulement en Belgique, mais aussi dans les médias internationaux? C'est toujours comme ça, hein. Parce que quand on vous dit que vous êtes parmi les joueurs qui peuvent aller à Manchester United, ils attendent le retour. Donc ça m'étonne pas que ça vienne d'un journaliste anglais. cette phrase. Tu lisais la presse? Non, Non, pas du tout. non. Et J'ai jamais eu cette chance de pouvoir lire la presse. C'est pour ça que je regarde même plus les réseaux sociaux. Okay. Parce que sinon, t'es vite dans un sale état et puis après, tu dois retrouver du positif. J'ai toujours regardé le positif et le positif m'a ramené que du positif, pas le négatif. Et est-ce que, parce que moi, par exemple, nous deux, on a eu un petit frère qui a joué à Anderlecht, Andy, etc. Et même s'il a pas fait ta carrière, déjà à cette échelle-là, ça touche quand même une famille quand tu vois ton petit frère, ton petit cousin critiqué dans la presse. Est-ce que toi, t'as eu, pour ta famille, ça a été dur des fois de lire ça? Parce que toi, tu peux ne pas lire la presse, mais quand même, l'Euro, qu'on le veuille ou non, on voit les articles pour ton papa, ta maman, tes frères et sœurs. Est-ce que c'était dur pour eux de lire le Beckham belge dans un état comateux ou alors Émile? Tu viens de me l'apprendre. Je savais pas qu'ils avaient dit ça. Désolé. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Ouais, pour te dire que même à cette époque-là, à 45 ans, tu me viens de me le dire ça, c'est pour dire qu'on en a vraiment pas... On s'en foutait. Ouais. Ok. Tu retiens quoi de... Bon, on va pas faire la Coupe du Monde 2002, tu la rates pour une blessure aux ischio-jambiers, donc on va pas revenir là-dessus, même si j'imagine que t'as un regret par rapport à ça, parce que au final, la Coupe du Monde 2002, je crois que c'est le... Ça passe tout près, hein. Avant la génération dorée, oui, face au Brésil, où il y a un but annulé injustement. Sans ta blessure, je sais pas, parce que j'ai pas trop regardé, mais tu partais titulaire dans cette sélection? Oui. Devant un duo avec Wilmot. Ouais, c'est ça, oui. Mbo, il a fait une bonne Coupe du Monde. Exactement. Ouais, d'ailleurs, c'est lui qui... Contre Roberto Carlos, il a fait un bon match, Et t'étais allé sur place ou pas pour le... Non. Parce que je devais faire ma rééducation. Des regrets? Non. J'ai dit, si cette blessure devait arriver, ben c'est comme ça. Faut pas avoir des regrets. Non. Ok. Tu retiens quoi finalement de ton histoire avec les Diables Rouges? C'est comme j'ai dit, 57 sélections, 19 buts, 10 ans en équipe nationale. T'as dit ta plus grosse déception, c'est cet Euro 2000. Ta plus grosse fierté, c'est quoi du coup? C'est d'avoir porté le maillot avec mon frère. Ok. Ouais. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais en équipe nationale, est-ce qu'il y a... Oui, bon... Des frères en sélection belge? Les frères Hazard? Oui, Torgan et Eden, c'est vrai. Torgan et Eden, ouais. Et sinon, c'est tout, hein, je pense, en même temps. C'est assez rare. Ouais. Donc, c'est hors du commun, c'est vrai. Et les Diables Rouges d'aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question parce que je sais que la génération dorée de 2014, 2018, voire 2022, toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu aurais eu ta place dans cette génération dorée titulaire? Je pense, oui. Oui. Et surtout, comment on aurait joué, dans quel système? Et ce nom qu'on leur attribue toujours, cette génération dorée, beaucoup de gens disent mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle dorée? Parce que finalement ils n'ont rien gagné. C'est ça. Donc est-ce que toi tu estimes que cette génération était plus forte que la tienne? Si on fait un 11 contre 11, hein, je veux dire tout le monde prime, hein, tout le monde. Peut-être que sur papier, l'équipe de l'Euro 2000, l'équipe. Peut-être qu'on va dire sur papier, ils ont plus de talent. Mais je pense avec l'expérience et le caractère, on peut bien les déranger. Ouais, les cogner même. Ah ouais. Mais c'est bien parce que si on te demande de faire un 11 rapidement, mixte, ok? Si on te demande de faire un 11 mixte, si je te dis Courtois ou De Wilde, par exemple. Courtois. Ok, on va pas tous les citer, hein. En défense centrale. Si on te demande un Van Meer. Ou compagnie. Ou un compagnie. Compagnie. Ok. Un De Flandre ou un Castagne? Ou un Meunier? De Flandre ou Meunier? De Flandre. Ok. Émile Mbo ou Lukaku Benteke? Émile Mbo. Très bien. Lekens ou Martinez? Lekens. Oui. Quoi d'autre? Un Kevin De Bruyne ou un au milieu de terrain, c'était qui à l'époque Wilmot? Oui, un De Bruyne ou un Wilmot? C'est dur ça.
Wilmots. Wilmots? Parce que il n'a pas les qualités de Bruyne, Mhm. mais il a la mentalité. Et des fois, juste regarder une personne qui te donne cette force mentale peut changer tout un groupe. Ok. Van der Haag ou un Fellaini ou un Raja, comme tu veux, tu peux choisir soit Raja Van der Haag ou Van der Haag Fellaini. Je veux dire Van der Haag parce que c'est mon ami. Oui. Non, c'est bien, c'est intéressant. Au final, tu choisis beaucoup de gens de ta génération. Mhm. Tu les défends bien. Donc, ça veut dire pour toi, en fait, que finalement, vous n'avez strictement rien à envier, en fait. Pas du tout. Pas du tout. On va les cogner. Je voulais que tu le redises. Non, mais c'est bien, en tout cas. Voilà, au moins on sait ce que tu retires, en tout cas ton histoire avec les Diables. En tout cas, nous, de ce qu'on a pu voir, c'est une carrière XXL, que ce soit en club ou en sélection. Bravo pour ça. Et je pense que sans les blessures, t'aurais pu encore aller plus loin. Ouais. Mais en tout cas, ouais, tu peux être très fier de ce que tu as connu. Et quand on voit les noms que tu as affrontés, Vidic, Ferdinand, Maldini, Nesta, Cannavaro, etc., c'est énorme. Cristiano Ronaldo, on va pas tous les faire, mais en tout cas, bravo. Pour terminer, on aime bien en général poser quelques questions très rapides. Tu réponds ce qui te sort par la tête directement. Et ensuite, on viendra sur aussi un peu tes projets, ce que tu fais actuellement, mais rapidement pour la partie foot, ton but préféré dans ta carrière. Schalke Leverkusen. Oui. De la tête. De la tête? Pourquoi de la tête? C'est du point de penalty. Ok. Et je pense il y a que Cristiano Ronaldo qui peut le faire, personne d'autre. Ouais. Pourquoi la détente est impressionnante sur le goal ou la détente et le timing. Le timing. Ok, donc c'est Schalke Leverkusen. Ouais. J'irai voir parce que j'ai pas le but. Ok. Ton coach préféré? Dominique. Donofrio. Ouais. Ton coéquipier préféré? En dehors de ton frère? Ebesand. Ebessan. Okay. Schalke. Le défenseur le plus méchant que tu as affronté? Le plus dur, le plus méchant, le plus agressif? Dans le bon sens du terme, bien sûr. Hein, pas... Oh là là. Vidic n'était pas méchant? Non, propre. Il y a propre. Oui, c'est ça qui me rendait le plus fou, c'est que anticipation. Allez, Cannavaro. Ah oui, Cannavaro. Ok. Ton modèle d'attaquant belge d'abord et puis international. C'est-à-dire, c'est pour toi R9, tu as déjà dit R9, mais en Belgique. Luc Nélis. Bah, qui était un des coéquipiers préférés de R9. C'est vrai. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce que ça, parce que nous, hein, quand on entend Luc Nélis, on a tendance à dire c'est une légende, tout le monde en parle de lui parce que R9 l'a validé, alors mais est-ce qu'il était vraiment si fort que ça? Oui, pied gauche, pied droit. Hein. Ok. Ah oui, ça c'est la masterclass. Ok. Une musique que tu aimes écouter dans ta playlist, une ou deux que tu écoutes très souvent. T'es plutôt rap, plutôt rumba? Il disait musique Afrobeat. Afrobeat. Ah, ok. Donc tout ce qui est whisky, de tout ça, les choses comme ça. Oui. Ça me fait penser à l'Afrique. Ah, ok. Voilà. Et t'écoutes beaucoup de musique congolaise? Toujours. Kofi, Fali, tout ça. Oui. Ok. Un plat, ton plat préféré? Poulet à la moimbe. Ah ouais, ok. Ok, donc ça c'était pour le contenu un peu plus léger. Maintenant, pour finir, tu fais quoi aujourd'hui? Quels sont tes projets? Comment est-ce qu'on peut te suivre? Oui, bien sûr. Là, maintenant, on essaie de faire une association, Emile Mpenza. C'est pour les enfants handicapés, faire des entraînements avec eux. En Belgique, hein? En Belgique. Prendre tous les associations du football belge, parce qu'ils ont tous des associations. Et après, faire des entraînements, aller avec eux sur le terrain le week-end. Ok. Parce que le regard de ces gens-là me donne beaucoup de force. Surtout que tout le monde a le droit de s'entraîner, et surtout si c'est avec des ex-pros, c'est que du bonheur pour ces gens qui ont ces problèmes-là. Et donc c'est là où tu mets la majorité de ton temps. Oui, et aussi avec Goma. Oui, à Goma, on va essayer de faire justement un centre là-bas pour justement les enfants défavorisés de la guerre, tout ça. Et aussi leur donner une chance de pouvoir avoir un diplôme et d'avoir une formation. Et puis après, c'est une nouvelle vie qui commence pour eux. Ok, super. Et en dehors de ça, est-ce que tu as des projets dans le foot? C'est-à-dire en dehors de tout ce qui est projet humanitaire, est-ce que coach, agent ou quoi que ça te dit? Préparateur spécifique. Okay. Donc plutôt mental ou physique? Vraiment physique? Mais surtout, en plus, j'ai vu qu'il y a 2-3 ans, t'étais
adjoint en réserve À Anvers. Anvers, Ok, oui, c'est ouais. ça. Et ça va, t'as apprécié, t'as aimé? J'ai t'as aimé. continué? Ouais. Et là, maintenant, j'ai fait beaucoup de stages avec les enfants quand c'est les vacances scolaires. Mhm. Et c'est magnifique. Ah oui. T'étais entraîneur Parce que- des attaquants envers, c'est ça? Hein, C'est ça, oui, c'est ça. oui, Ok, oui. ok. Donc, t'as travaillé. C'était à l'époque de Mbokani, non? Oui, quand Ouais, il c'est était ça, là, hein. quand il était là, Ah, ok. quand il était là, Bocani, ouais, je Abdouga, voyais Ah, ok. Bocani. Ok, Mhm. ok. Oui, oui. C'est là que je disais que lui, le sens du but, il a toujours. Hein. Ça aurait C'est pas été l'âge qui change. Ça aurait été un sacré duo, l'air de rien. Ouais, c'est vrai. Mbokani en pivot. Toi et qui toi pars qui pars dans la ça peut être pas profondeur. mal, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Encore une question? Ouais, c'est Je bon. pense qu'on a fait le Ouais. tour. En tout cas, Émile, merci. Merci en beaucoup, tout cas d'être vraiment. venu parce que voilà, on a totalement transparent ici dans l'entier, mais c'est vrai que tu le disais, quand moi je t'ai contacté, pour ceux qui ne le savent pas, quand j'ai contacté Paul et toi-même, d'abord j'ai eu contact avec toi, t'as directement été ouvert alors qu'on ne se connaissait pas. Donc pour moi, franchement, je te remercie vraiment parce que t'aurais pu dire simplement non, écoute, je te connais pas, je vais pas venir parler. Et comme tu dis, c'est seulement la deuxième fois que tu parles dans un média. Donc merci en tout cas de nous faire cette faveur. Je remercie aussi Paul qui est là ici, on le voit pas à la caméra, mais il est derrière. Merci en tout cas Paul pour tout ce que pour l'organisation et vraiment tu as tenu parole depuis le début et tu nous as mis en relation avec Émile. Donc voilà, je vous remercie vraiment et on vous souhaite tout le meilleur, que ce soit dans vos projets ou que ce soit dans ton retour peut-être dans la vie du foot, parce que je pense que tu as pas mal de choses à apporter, que ce soit en tant que consultant, en tant que coach, en tant qu'accompagnateur. Je pense qu'avec la carrière que tu as faite, tu peux apporter beaucoup de choses. J'ai une Bible grâce à vous, grâce aux gens qui m'ont justement mis sur la lumière. Ah. Donc je vous la redonne maintenant. Bah franchement, merci en tout cas. De Merci rien, beaucoup. de rien. Et en tout cas, on se revoit bientôt. Oui. Et pour les auditeurs, on vous remercie pour le soutien que vous nous apportez. Comme on vous a dit, cette saison-ci, on essaie vraiment d'apporter encore plus de contenu, toujours plus qualitatif. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Émile, c'est la preuve comme quoi on travaille dur. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, le soutien que vous nous apportez, il est vraiment, vraiment, vraiment ultra important. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à partager cet épisode. Et j'espère surtout que vous apprécierez en tout cas cet entretien. On se revoit très bientôt dans la 90e. Et en tout cas, merci aussi à Incluvision qui produit cette émission et surtout à Taylor. On le cite jamais, donc Taylor et Fadi qui travaillent d'arrache-pied depuis le matin pour réaliser cet entretien. Et voilà, à nouveau, je termine sur merci Émile, merci Paul. Et voilà, on se revoit très bientôt dans la 90e. Merci Nathan aussi surtout pour l'entretien. Ciao, ciao. Ciao.